De tous les conflits, de tous les combats, de toutes les guerres de l'hérésie d'Horus, aucun ne fut à la fois plus important et dissimulé aux yeux de tous que la guerre dans la toile. Les implications de cet événement sont telles qu'elles changeraient à jamais le regard qu'a l'Imperium et ses sujets sur cette guerre civile mythique et sur l'empereur lui-même. Oubliées de presque tous, les archives les plus secrètes et protégées révèlent que cette guerre fut sûrement le chapitre le plus important de l'hérésie d'Horus, avec la bataille de Terra, et la plus terrible au vu des forces impliquées et des conséquences qui aujourd'hui expliquent l'état de l'empereur et son ascension. Cette guerre eut lieu sur Terra elle-même, à l'intérieur du palais impérial. Elle vit l'implication du maître de l'humanité en personne et de ses serfs dans ce conflit qui débuta au tout début de l'hérésie, avant même le sac de Prospero et l'atrocité d'Is-23. Les preuves issues des archives révèlent à la fois des horreurs effroyables qui faillirent engloutir Terra avant l'arrivée des traîtres sur le mont Trône, mais aussi la vérité quant au secret des travaux de l'empereur et la vision magnifique qu'il avait pour l'avenir de l'humanité. Ce fut aussi un affrontement entre les dieux, car c'est dans cette bataille que les dieux sombres défièrent directement l'empereur, leur anathème, et que les champions respectifs de ces puissances divines menèrent une lutte pour sauver ou détruire le genre humain. De nombreux héros de l'Imperium se battirent tout en sachant que leur sacrifice ne sera jamais connu et commémoré. La guerre de la toile mit en place de nombreux événements qui décidèrent du sort de beaucoup. D'abord celui de l'empereur, car elle préfigura son avenir encastré dans les machineries ésotériques du Trône d'Or. Puis celui de Magnus le Rouge et de sa légion, car l'implication du roi pourpre dans cette catastrophe scellèrent son sort et celui de ses fils. Enfin, elle mit un terme aux rêves de l'empereur et à son projet grandiose qu'il destinait à l'humanité et qui devait être l'arme contre son véritable ennemi, le chaos. Certains iront jusqu'à spéculer que tous les conflits de la Grande Hérésie n'avaient pour les dieux sombres que pour but de détruire le projet de l'empereur et le piéger pour l'éternité sur le Trône d'Or. Si cela était vrai, alors les puissances de la ruine y sont finalement parvenues. Cet événement permet aussi de comprendre un élément que tous ceux qui étudient l'hérésie d'Horus ne peuvent s'empêcher de soulever. Pourquoi, alors que l'Imperium était déchiré par la trahison et la guerre civile, l'empereur lui-même, ses puissants custodiens et ses terrifiantes sœurs du silence furent absents des théâtres d'opération pour affronter Horus avant que le maître de guerre n'atteigne Terra? Pourquoi ce fut Rogaldorn et Malcador le Sigillite qui dirigèrent à sa place la guerre contre l'architraître, alors que plus que jamais les loyalistes avaient besoin de l'empereur à leur côté? Ils ne pouvaient et ne devaient pas le savoir, car l'empereur s'assura que tous, hormis les rares élus assermentés, ne découvrent la vérité, car les implications et les menaces qu'elle représente pour la sécurité de l'âme de l'humanité et de l'intégrité du monde trône forcent à la dissimuler jusqu'à la fin des temps s'il le faut. Comme pour de nombreux événements de l'hérésie d'Horus, la guerre dans la toile trouve son origine lors du triomphe d'Ulanor, lorsque l'empereur confia le commandement général de la Grande Croisade à Horus en lui attribuant le titre de maître de guerre. L'empereur se retira de la Grande Croisade avant de mettre fin au projet Librarius lors du concile de Nicéa. Puis il retourna sur Terra, dans les vastes salles courant sous le palais impérial pour s'atteler à un projet secret d'une ampleur colossale. Et il y œuvrait jour et nuit, cloîtrés au plus profond de leurs ténèbres impénétrables. Dès le début de ce chantier, des dizaines de technoprêtres, de manœuvriers et de scientifiques impériaux avaient été appelés pour travailler à ses côtés dans les profondeurs du palais. À mesure que passaient les mois, de plus en plus d'assistants avaient été recrutés et avaient rejoint les cryptes. Chaque jour envoyait désormais des centaines passer les portes de fer gigantesques qui isolaient les souterrains du reste du palais. Les documents de cette époque parlent du Grand Œuvre, l'ultime projet de l'empereur afin d'assurer la sécurité de l'humanité et la domination de l'Imperium.
Les répercussions du grand œuvre sur le destin des hommes sont telles qu'il aurait changé à jamais le destin de l'espèce et de l'Imperium, et prouve à ceux ayant connaissance de ce secret l'incroyable génie de l'empereur. La raison de son départ de la Grande Croisade et son interdiction de le déranger dans ses cryptes s'explique par l'objectif ultime du grand œuvre: rendre l'humanité maître de la toile et libre du warp. Du peu que nous savons encore aujourd'hui, la toile est un réseau complexe d'artères et de capillaires formant un dédale de tunnels entre le warp et l'univers matériel. Les Aeldari en étaient les maîtres durant l'apogée de leur empire, mais ce dédale était à présent en ruine suite au cataclysme qui mit fin à leur domination sur les étoiles. Certains érudits soutiennent que les Aeldari avaient hérité de la toile d'une autre espèce depuis longtemps éteinte et qui en était l'architecte. Quoi qu'il en soit, la toile est si incroyablement vaste et complexe qu'il serait difficile de la cartographier. Cependant, ces passages mystérieux permettent de voyager jusqu'à l'autre bout de la galaxie en un battement de cils, pour peu que l'on ait accès au portail warp nécessaire. La manière dont l'empereur en est venu à connaître ce réseau ne doit pas nous préoccuper. Mais ce qui est certain, c'est qu'il s'était résolu à construire son propre moyen d'y accéder. Ainsi, l'empereur était parvenu, après des décennies de labeur, à construire son propre portail warp au sein du palais impérial, labeurs qui commencèrent selon certains au moment où il a établi son palais dans les hauteurs. Sa construction devait être la première étape d'une mission audacieuse pour conquérir la toile. Si l'empereur était parvenu à ses fins, alors l'Imperium aurait été libéré de sa dépendance envers les navigations warp et l'astrotélépathie. Malheureusement, les événements ont conspiré à perturber son projet et la catastrophe survint. 3 années après Ulanor et Nikea, le palais impérial fut frappé par des séismes et un désastre psychique à la force cataclysmique qui fit de nombreuses victimes au sein même du palais et sur Terra. Peu de temps après cette calamité, l'empereur publia des édits censurant Magnus le Rouge, primarque des Thousand Suns. Quoi qu'il ait pu se passer, il ne fait quasiment aucun doute que la déchéance de la 15e Légion et du roi pourpre et la dévastation qui ravagea leur monde Prospero étaient liées à ce cataclysme. De rares témoignages de personnel présents lors de ce chaos décrivent l'apparition de Magnus au sein du donjon impérial dans les laboratoires secrets de l'empereur. Ils font le récit de barrières psychiques ultimes mises à bas, de sirènes qui hurlaient, de custodiens menés par le capitaine général Constantin Valdor faisant face à l'apparition du roi pourpre et de la colère qui brûlait dans les yeux de l'empereur, assis sur le trône d'or quand il vit la catastrophe que son fils avait provoquée. Il est certain pour ceux connaissant la nature réelle du Warp que ce qui fut baptisé la folie de Magnus permit aux habitants du Warp l'accès à la portion de la toile qui menait directement dans les cryptes du palais, profitant de la mise à bas des protections que l'empereur avait mises en place pour se garder d'une telle invasion. Le maître de l'humanité fut à cet instant, bien avant son affrontement face à l'architraître, obligé de rester à tout moment sur le trône d'or afin de canaliser ses incroyables dons psychiques et empêcher la formation d'une faille warp au cœur même de Terra. Si la nature exacte du trône d'or nous est encore inconnue, il est certain que cette antique technologie issue du Moyen-Âge technologique était liée d'une manière ou d'une autre au grand œuvre, et que c'était à travers le trône d'or que l'empereur prévoyait d'assurer la viabilité de son projet. Ainsi, l'empereur fut bloqué sur le monde trône avant même qu'Horus révèle sa perfidie afin de préserver l'intégrité du monde natal de l'humanité. Les 10 000 et la sororité du silence, aidés par les éléments du Mechanicum affiliés au projet, entrèrent dans la toile afin de repousser les hordes démoniaques qui tentèrent de pénétrer dans le sein des saints de l'Imperium. La guerre dans la toile avait commencé, et elle allait durer 5 ans. Le portail warp du donjon impérial menait sur une courte portion de tunnel warp ouverte de la main de l'homme. Au-delà s'étendait le vaste dédale tortueux de passages et de conduits constituant cette toile extraterrestre.
Beaucoup de ces voies n'étaient que de petits chemins, tout juste assez larges pour qu'un humain y passe seul. Certains autres l'étaient suffisamment pour qu'il soit possible d'y faire passer de gros véhicules. Par endroits s'ouvraient d'énormes tunnels, facilement assez grands pour permettre le passage de vaisseaux entiers. Au carrefour de ces grandes artères se dressaient d'anciennes cités, depuis longtemps abandonnées par leurs anciens occupants, tombées dans le délabrement et la ruine. L'armée de l'empereur à l'intérieur de la toile avait commencé par sécuriser les tunnels les plus proches du portail Warp sous le trône d'or. Des équipes de techniciens et d'ouvriers du Mechanicum reçurent la tâche de se mettre à ériger d'immenses portes blindées à des points stratégiques dans le voisinage immédiat du passage impérial. Bien que la toile parût déserte, de nombreuses preuves laissaient à penser que quelqu'un ou quelque chose restait tapi dans ces méandres. Les agents du Mechanicum rechignaient à travailler à l'intérieur de la toile sans défense. À cette fin, la garde custodienne y fut envoyée pour les protéger dans leur entreprise. Les conséquences du sort d'avertissement lancé par Magnus le Rouge furent dévastatrices. Le portail du trône d'or, le tunnel impérial et ceux de facture Xenos étaient tous de nature à la fois physique et psychique. Autour de la composante physique s'enroulait une gaine psychique protectrice. La substance même des tunnels Xenos paraissait générer naturellement ce genre de bouclier, car les ingénieurs et techniciens impériaux ne trouvèrent ni mécanisme ni engin qui en aurait été responsable. Concernant le portail et la galerie de facture humaine, cette épaisseur psychique protectrice devait être générée par l'empereur lui-même. La toile s'en trouvait donc isolée du Warp et de ses habitants par des arcanes inexplicables. Mais le sort de Magnus perturba cette protection et y fit apparaître des failles béantes. Ce fut au travers de ces failles que les créatures du Warp se trouvèrent en mesure de pénétrer les tunnels. Des milliers de démons hideux s'y déversèrent et se mirent aussitôt à attaquer les forces impériales qui se trouvaient là. Les travailleurs du Mechanicum furent massacrés par milliers et la garde custodienne mise à mal pour retenir la vague de fureur démoniaque qui s'était libérée contre elle. Lorsque les forces impériales furent attaquées dans la toile, l'empereur mobilisa ce qu'il restait de sa garde personnelle et l'envoya dans les tunnels. Aux côtés des custodiens s'y aventura un contingent de Sœurs du Silence, l'empereur supposant que leur nature unique les rendrait tout particulièrement efficaces contre ces créatures. Cela se révéla bientôt vrai lorsque les sœurs se taillèrent un chemin au milieu de la horde d'invasion des démons qui à proximité d'elles piaillaient comme sous le coup d'une grande douleur. Les renforts arrêtèrent l'épanchement de la marée de démons et les combats de la toile se mirent à obéir à un motif régulier. Les custodiens établirent une série de barricades et de zones défendues derrière lesquelles les travailleurs du Mechanicum réparaient les sections de tunnels endommagés et scellaient les failles afin d'empêcher d'autres démons de s'immiscer à l'intérieur de la toile. Devant ces barricades, les custodiens et les Sœurs du Silence lançaient des contre-attaques éclairs afin de prendre la horde démoniaque à contre-pied et de l'empêcher de se masser en nombre. Lentement mais sûrement, les forces impériales firent avancer leurs barricades, alors que la pression des attaques de démons diminuait. Néanmoins, certaines des attaques démoniaques parvenaient à passer au travers des défenses impériales, et en ces rares occasions, les assaillants faisaient un carnage parmi les ouvriers impériaux. Plus d'une fois, les démons parvinrent à se frayer un chemin jusqu'au portail Warp du trône d'or. S'ensuivaient alors des combats désespérés où les custodiens et les sœurs redoublaient d'efforts pour repousser les démons et les empêcher de franchir le portail Warp vers les cryptes impériales qui se trouvaient derrière. À mesure que cette guerre faisait rage, de nouvelles troupes apparurent parmi les hordes de démons attaquant les forces impériales. Les puissances du chaos envoyèrent dans la toile des Space Marines hideusement corrompus, des titans et d'autres machines de guerre pour tenter de forcer la victoire. L'inviolabilité du palais impérial, le sort de l'impérium et la vie même de l'empereur reposaient sur la garde custodienne et les Sœurs du Silence. S'ils échouaient à vaincre la horde démoniaque et ses alliés corrompus, alors l'humanité serait condamnée.
Après 5 années de guerre ininterrompue, les custodiens ne comptaient plus qu'à peine 1 millier de guerriers sur les 10 000 originaux qui composaient leur ordre, tandis que les Sœurs du Silence et les forces du Mechanicum avaient subi un nombre inconnu de pertes, bien que très lourdes. Soutenus par les titans de la Legio Ignatum, les forces impériales ne tenaient plus qu'une ancienne cité à Eldari au sein de la toile, que les archives disponibles surnomment la nécropole de Kalastar, ou la cité impossible. Les rapports décrivent un lieu sans soleil et sans jour, sans ciel et sans nuit, et qui s'étendait sur des kilomètres dans chaque direction, que cela soit à l'est ou vers l'ouest, en haut et en bas. Un paysage de rues tortueuses et de tours émiettées s'élevait à des angles incroyables, alors que le sol s'incurvait pour prendre la forme d'un cylindre démesurément vaste. D'après d'autres témoignages, on y observait d'autres districts de l'ancienne ville Xénos, éloignés de plusieurs kilomètres et difficiles à percevoir à travers un voile de brume. Les hautes tours à l'architecture à Eldari lisse et incurvée se tendaient vers le bas de la même manière que des spires du sol se dressaient vers elles. Toutes les observations de l'époque s'accordent à dire qu'une fois parvenu dans la ville, il n'était plus possible pour un voyageur de distinguer où se trouvait le véritable sol et la gravité ne changeait pas quel que fût l'endroit. La cité impossible était une porte vers la toile au-delà, qui débutait à ses frontières avec des milliers de capillaires, de grandes artères s'enfonçant dans l'ancien réseau Xénos pour mener sur d'autres mondes et vers d'autres régions de la galaxie. Chaque croisement, chaque tunnel, chaque pont, chaque passage menant hors de la ville, qu'il fût juste assez grand pour un humain seul ou assez large pour laisser passer un titan, était tenu par des combattants asservis du Mechanicum, des chevaliers de l'oubli des Sœurs du Silence, et par les propres custodiens de l'Empereur, tous retranchés. Les anciennes études menées pour cartographier Kalastar montrent que cette ville semblait ne pas être constituée de routes et de secteurs, à la façon dont l'esprit humain aurait formalisé un contexte urbain, mais se composait de passages sinueux qui traversaient les plateaux et les élévations, menant tous aux structures perchées d'une importance que l'on pouvait présumer grande, alors que chaque pont enjambait une étendue d'abîmes infinis. Mais le plus important de ce lieu était une grande partie du cœur de Kalastar. C'était un labyrinthe de sections apportées à l'époque ici par le Mechanicum et rifté en place afin de jeter un pont entre le donjon impérial et le noyau de la ville elle-même. De grandes étendues de tunnels, de passerelles et de galeries forgées par d'innombrables prêtres du Mechanicum. C'était dans ce lieu que le primarque Magnus avait guidé un océan de démons dans son sillage en cherchant à avertir l'empereur de la trahison d'Horus. Et c'était ici, avec la naïveté d'un enfant dieu fier et dévoyé, que Magnus avait égorgé les rêves de l'empereur. L'importance de Kalastar venait du fait qu'elle menait directement au donjon impérial. Si la cité impossible tombait, Terra tomberait avec elle. Et c'est sur Kalastar que s'est joué le dernier acte de la guerre de la toile. Avant de continuer le récit de ces combats, il est nécessaire de souligner l'apparition d'un protagoniste lors des derniers jours de cette guerre. Une créature du Warp qui marqua les défenseurs impériaux et dont l'identité était tout sauf anodine. Ce démon se caractérisait par le fait qu'il ne cherchait pas à prendre d'assaut les positions impériales, mais semblait plutôt chasser des proies isolées. Il se fit remarquer lorsqu'il massacra de nombreux serviteurs du Mechanicum dans les tunnels extérieurs de la toile, la région que l'avant-garde connaissait sous le nom de Folie de Magnus, dans les abords de la Cité Impossible, et où les unificateurs travaillaient dans les passages qui menaient plus loin dans la toile, sous la garde de nombreux serviteurs de bataille et machines de guerre diverses du Mechanicum. Les données du personnel du Mechanicum de l'époque révèlent que ces serviteurs gardaient un passage éloigné doté de batteries de défense et d'emplacements d'armes significatifs. Aux yeux des technoprêtres, celui-là n'aurait pas dû tomber, encore moins aussi rapidement et sans signe avant-coureur. La liaison avait par la suite encore été perdue avec les autres serviteurs envoyés en renfort, mais c'est avec la perte du protecteur Alpharo 25 et de ses automates de combat Castellax que les premières brides d'informations sur ce démon sont parvenues au commandement impérial. Grâce aux données du protecteur,
les commandants custodiens déployèrent des forces pour tenter d'éliminer cette dangereuse créature du Warp, mais cela ne fit qu'accentuer les pertes dans les rangs des impériaux. Des rapports inquiétants de l'époque faisaient état de tueries que ce démon perpétra, comme l'élimination entière d'un cadre des Sœurs du Silence, les Wyrms de Feu, et d'une escouade de custodiens baptisés Ostianus, ainsi que d'un titan Warhound. Ces troupes gardaient les tunnels inclinés vers l'ouest de la Cité Impossible et avaient été chargées de localiser la créature et de la détruire si possible. Cela nous prouve que ce démon n'hésitait pas à s'en prendre aux plus puissants combattants de l'Imperium et avait toutes les capacités pour les vaincre. L'information primordiale qui était parvenue au commandant des custodiens reste néanmoins la diffusion audiovisuelle finale d'Alpharo 25 qui répétait un mot en boucle, un nom que les spécialistes de la lutte contre le chaos, les démons et les traîtres ne connaissent que trop bien. Un démon qui serait, selon certains, né lors du premier meurtre accompli par sang-froid par un être humain à l'aube de l'humanité. Draknien, la fin des empires. Ce démon jouera un rôle important lors de la toute fin de cette guerre, ainsi que des millénaires plus tard, entre les mains du plus grand seigneur du chaos. Une fois les renforts rassemblés à la Cité Impossible, les dernières forces impériales furent menées dans les cryptes impériales afin de leur faire traverser la toile et rejoindre Kalastar et le dernier acte de cette guerre. Ils prirent les tunnels bâtis par le Mechanicum qui joignaient le monde matériel à celui de la toile, où ils observèrent une architecture faite de quelques matières stupéfiantes, défiant tous les ratissages à l'Auspex. Certains estiment que cette substance était proche de la moelle spectrale à Eldari, mais ils n'eurent pas le temps de s'attarder, car ce qu'ils découvrirent en arrivant à Kalastar dépassait les pires cauchemars de l'humanité. Un siège d'une ville tenue par une poignée de héros, face à un océan sans fin d'abominations issues des pires cauchemars possibles. Toutes les sources dont on dispose décrivent un ennemi qui était sans nombre. Un vaste océan sans fin. Il n'y avait pas dans ses rangs deux individus qui fussent exactement semblables, et chacun paraissait né de sa propre espèce, jailli d'un délire unique. L'air Xénos portait des vagues de chaleur intense, et les sons des lames qui se heurtaient, et par-dessus tout la puanteur de ces créatures, trop fortes même pour les masques respiratoires et les filtres des casques des custodes. De nombreux actes héroïques eurent lieu durant les affrontements. Les custodiens prouvèrent leur incroyable talent au combat, éviscérant et tranchant de leurs lames gardiennes les engences du Warp et les Space Marines renégats, forçant ces derniers à noyer par le nombre les dorés pour avoir une chance d'en éliminer n'en serait-ce qu'un. La présence des Sœurs du Silence déstabilisèrent les démons, le vide abyssal qui réside en lieu et place de leur âme étant un repoussoir pour les engences démoniaques. L'archimandrite menait et dirigeait les troupes du Mechanicum disséminées dans divers tunnels menant à la Cité Impossible afin de ralentir les hordes ennemies tandis que les chevaliers de la maison Viridion combattaient avec efficacité et courage à la fois pour rétablir l'honneur de leur nom et pour la gloire de l'empereur aux yeux de qui ils devaient se racheter. Mais au plus fort des combats, la trahison frappa. Les survivants révèlent que l'archimandrite attaqua soudainement les Sœurs du Silence en recherchant à en tuer un maximum. Certains soutiennent que ce n'était ni plus ni moins que le démon de la fin des empires qui avait pris possession de ce qui restait de la magos composant la personnalité de l'archimandrite, et que son choix d'attaquer les intouchables répondait à l'instinct des créatures de son engeance d'éliminer une menace à son intégrité. Les forces impériales durent concentrer leur puissance de feu sur l'avatar corrompu du dieu machine. Le chevalier Aquila from the Ashes de Devram Sevik affronta l'archimandrite pour finir démantelé, tandis qu'un dreadnought de la Légio Custodes fut gravement endommagé lors d'un corps-à-corps violent avec l'archimandrite. Ce fut la coopération entre la baronne d'Arcus et le Blood Angels Dominion Zephon qui permit de mettre à bas l'abomination. Tous
Tous ces actes de bravoure et de carnage n'étaient que quelques-uns parmi de nombreux instants de ce siège. Et malgré leur bravoure, les impériaux furent peu à peu repoussés, chaque centimètre perdu rapprochant Terra de la destruction et du cauchemar du Warp. Mais tout prit fin lorsque dans ce royaume sans soleil, l'aube se leva enfin. Les témoignages sont confus, certains parlant d'une aube lumineuse et aveuglante, d'autres d'une brûlure palpitante. Les engeances du Warp au bord de la victoire se seraient soudainement enfuies pour la plupart, perdant le peu d'ordre qui les avait animés comme si un prédateur plus gros et puissant qu'eux approchait. Dans leur panique, elles hurlaient un nom, l'anathème. Et alors, l'empereur vint, libéré du trône d'or pour une journée grâce au sacrifice des Psykers capturés lors de la sanction tacite. Le maître de l'humanité fut décrit comme portant son armure d'or avec sa cape rouge déployée où reposait un bolter ornementé de noir et de bronze. Il tenait son épée qui ne ressemblait en rien à celle dépeinte sur les fresques victorieuses et dans les sagas illustrées. On ne peut qu'imaginer le spectacle incroyable et divin de voir l'empereur marcher vers les serviteurs de ses ennemis qui quittaient leur rang et s'enfuyaient, ces fragments timorés de leur sombre maître sachant leur destruction venue en personne. Certains se déchiraient entre eux, cannibalisant leurs semblables pour s'emparer de leurs forces, alors que certains perdirent le peu d'emprise qui les liait à la matérialité, leur forme se mettant à fondre et à se dissoudre avant même que leur anathème n'eût atteint les premières lignes. Les plus forts beuglèrent collectivement et se ruèrent pour atteindre leur ennemi suprême. Alors, l'empereur leva à deux mains son épée. Le tracé des circuits s'éclaira le long de la lame, crachant un feu électrique qui la baigna de flammes. L'épée s'abattit et la toile s'embrasa. Le dernier combat de l'Imperium au sein de la toile fut décrit comme un combat entre les forces de la lumière et les forces des ténèbres, entre la vie et la mort, entre l'espoir et la damnation. Cela fut aussi le dernier combat connu de l'empereur avant la bataille de Terra et le duel fatidique contre Russe. Au milieu des flammes psychiques déchaînées par le maître de l'humanité, des spectres surgirent et se jetèrent contre les démons et les renégats, certains évoquant des avatars des 10 000 tombés au fil des années de combat, d'autres les silhouettes des Space Marines trahis et morts à Isvan. Parmi eux, un géant parmi les géants combattait à leur côté, ayant les traits du 10e fils de l'empereur, ressuscité brièvement dans la colère immolatrice de son père. Face à la puissance psychique de l'empereur, les démons se consumaient par milliers, leur chair éthérique tombant de leurs prétendus os. Les vagues de flammes blanches d'une clarté corrosive et purificatrice qui irradiaient en halo depuis l'épée les fouettaient chaque fois que la lame de l'empereur s'abattait. Se dresser face à lui les faisait mourir. L'empereur avançait entouré de ses fidèles custodiens qui de leurs armes tranchaient dans la chair démoniaque, certains évoquant cet événement comme étant la dernière charge des 10 000. Les bêtes qui survivaient à l'assaut psychique de l'empereur titubaient vers lui, mais parvenir à l'atteindre n'était pour eux que souffrance. Les plus forts, les plus sauvages de leur engeance finissaient par frapper un adversaire qui n'était déjà plus là, en fendant la brume d'or qui tourbillonnait à sa place. Dans un claquement de tonnerre de force psychique, l'empereur réapparaissait dans leur dos pour les abattre de son épée flamboyante. L'empereur était une étoile d'espoir et de lumière qui faisait face à des ténèbres qu'il irradiait de sa colère et magnificence. Et aucune des viles engeances des dieux du chaos ne pouvait lui tenir tête, sauf une. Lorsque l'empereur leva sa lame et la refit tomber dans un geste en croissant, une vague de flammes partit dans un arc incinérant et alla baigner les créatures démoniaques devant lui. Leurs cendres mortuaires éclatèrent et furent soufflées dans l'air stagnant, et derrière ces cendres, une forme émergea. Les rares survivants décrivent cette silhouette
comme étant un homme aux longs cheveux, à la peau sombre et à la barbe hirsute et tribale, portant des bijoux d'ossements façonnés et une lance dont le silex était ficelé sur le bois durci au feu par de la vigne enroulée. Des centaines de coups de lance et d'entaille marquaient sa peau, et une plaie plus sanglante et plus fraîche apparaissait sur sa poitrine. Cette silhouette cendreuse se déplaça à travers les rangs des démons, les créatures inférieures s'écartant devant lui. Quelle que fût la forme véritable de la créature, ce n'était pas celle d'un chef musculeux de l'âge de pierre. Elle ne faisait que singer l'apparence des premiers hommes. Cet être avança droit sur l'empereur qui la vit, et en un clin d'œil, il disparut. Personne ne sut ce qui s'était passé jusqu'à ce que le dieu et le démon se soient jetés l'un vers l'autre, en glissant hors de l'existence et en réapparaissant, laissant derrière eux les êtres inférieurs de leur camp. Ces deux entités, l'un le salut d'une espèce et l'autre sa condamnation, se rencontrèrent l'âme à la main, leurs essences et leurs pouvoirs étant hors de toute compréhension pour les mortels présents ce jour-là. La fin de ce duel fut aussi rapide qu'incompréhensible. Le corps de l'empereur fut transpercé par 5 griffes qui jaillirent dans son dos, et alors que tout semblait perdu, une lumière d'or brilla assez fort pour aveugler ceux dont les yeux n'étaient pas protégés. L'empereur se matérialisa auprès de l'un de ses custodiens que les dossiers des archives identifient comme étant le tribun Ra Endymion. Le démon Drachnien avait disparu, mais à la place des griffes qui transperçaient le maître de l'humanité, une épée ornementée tout autant faite d'os que de métal et où se tordaient des visages hurlants gravés spirituellement par-dessus l'acier s'y trouvait. L'empereur arracha l'épée en la tirant de son propre corps, et d'un geste, il la planta dans la poitrine de son custodien. La raison d'un tel geste restera à jamais mystérieux, mais l'épée aura vite disparu, comme absorbée dans le corps du custodien, avant que ce dernier ne se mette à courir vers les tunnels de la toile pour y disparaître à jamais sur ordre de son seigneur et maître. Les spécialistes de la démonologie pensent que grâce à ses incroyables pouvoirs, l'empereur avait emprisonné Drachnien sous cette forme d'épée, le démon étant trop puissant pour être détruit, même par l'empereur. Quel que pût être le destin de Drachnien et de Ra Endymion, cette épée est depuis réapparue pour le plus grand malheur de l'Imperium. Les derniers instants de la guerre de la toile furent une retraite précipitée des impériaux alors que les tunnels étaient en train d'éclater. On ignore combien purent se sauver, mais nous pouvons certifier de la survie à ce moment précis du Blood Angel Zephon, de la baronne d'Arcus, ainsi que du techno-archéologue Arcanland. Au niveau de la salle du trône, un chaos régnait. Des custodiens, guerriers pourtant vantés pour leur discipline, s'effondrèrent. Des sœurs du silence exténuées s'écroulèrent tandis que des adeptes et des ingénieurs se pressaient autour des machines, travaillant sur les commandes de chaque système afin de sceller le portail, qui restait un passage ouvert et béant pour les démons. Les machines ésotériques s'éteignaient et s'assombrissaient tout autour d'eux tandis que les ingénieurs les éteignaient. Des grands engins de la vision de l'empereur qui avait mis des siècles à être conçus et des décennies à être construits baissaient en régime et se vidaient de leur énergie, mais trop lentement. L'empereur grimpa de nouveau sur le trône d'or, s'assit et s'installa, les mains délicatement serrées sur les bras du siège. Puis il fixa le portail menant vers la toile, et durant un instant qui parut être une éternité, alors qu'une forme ailée et griffue, une autre cornue et boursouflée apparaissait, tous les générateurs au sein de la salle s'éteignirent, leur mécanisme interne rompu. Le trône d'or fut privé d'énergie. L'arche menant vers le salut condamné de l'humanité ne fut plus qu'un cadre orné, donnant sur la roche nue du mur de la salle du trône. Le portail allait rester clos face au démon tant que l'empereur serait capable de l'alimenter depuis son trône. Seuls les plus grands psykers auraient disposé d'un pouvoir suffisant pour accomplir cela, et même alors la plupart seraient épuisés en peu de temps. Seul l'empereur possédait la puissance nécessaire pour maintenir le portail fermé indéfiniment. Et pour lui,
l'effort s'accentuait à mesure que les forces démoniaques s'en rapprochaient. Aussi longtemps que la horde menacerait de franchir le portail, le trône d'or allait être sa prison. À ce moment précis, un grand rêve était mort.